Bon, il y a encore une conversation à terminer avec Monsieur Richard Glenn, là, qu'on salue au passage, qui est venu nous rendre une petite visite. Voilà, il s'en vient, il s'en vient. Ça va? Bien. Top, hein? Bernard, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez fait de bon hier? Bien. Rien. On peut pas dire que c'est un homme hyperactif. Moi, hier soir, après avoir rencontré un astrophysicien puis un psychic, un médium, on est allé au théâtre. On est sorti de là à 11h, après quoi on a été dans un restaurant, on a été écouter du jazz. Et puis là, j'ai retrouvé des amis que je n'avais pas vus depuis au moins une bonne dizaine d'années. Un couple d'amis d'enfance, Jean-Paul et Nathalie. Et lorsque je suis arrivé dans le restaurant, ils semblaient aussi brouillés que les œufs qui étaient dans leur assiette. Et il y avait visiblement quelque chose qui n'allait pas entre eux. Et puis moi, lorsque je vois quelqu'un qui n'est pas dans son assiette, j'ai toujours tendance à vouloir mettre les pieds dans les plats. C'est comme ça, c'est ma nature. C'est ma nature de boy scout. Alors je suis venu un peu à leur rescousse pour savoir ce qui se passait. Alors bonjour, bonsoir, qu'est-ce que tu deviens, comment ça va et tout. Et Jean-Paul me disait, eh bien, ça va très bien, on vient d'acheter une belle maison dans les Laurentides, une affaire de 120 000 $, avec 10 années de paiement, de crédit échelonné. On a maintenant 3 voitures devant la porte. Donc une dernière de l'année, plus un vieux modèle qu'on a retapé pour la fille. Il y a 4 enfants maintenant, tout va bien. Ça a été remeublé en entier aussi à crédit pour 5 ans. La vie est belle, avec une piscine creusée, etc. Et puis, il me disait aussi qu'ils s'ennuyaient pas, parce que même une fois par mois, ils allaient jouer au bowling, la grande vie. Puis tout ça, ça semblait pas plaire du tout à sa femme qui était à côté. Elle semblait pas apprécier la vie de la même façon que lui l'avait décrite. Elle semblait plutôt amère. Et elle me disait qu'elle était très désabusée de la vie, en fait, que depuis sa plus petite enfance, elle se sentait née pour être une princesse, pour habiter un palais, pour avoir des domestiques, pour mener une grande vie, rencontrer du monde, aller de Courchevel à Bora Bora, donner des réceptions, etc. Et elle était très désabusée dans le fait que ce rêve-là n'avait pas pu se réaliser. Et elle n'a pu faire que des comparaisons toute la soirée avec d'autres amis qu'ils avaient en commun et qui, eux, avaient réussi leur vie. Alors, elle était donc déprimée, perdue. Elle me disait qu'elle avait l'impression d'avoir gâché toute sa vie et qu'elle avait même pensé au suicide. Alors moi, je voudrais savoir, et ça, c'est des situations qui arrivent très souvent. Vous savez, vous rencontrez des gens comme ça, peut-être même vous-même, ça peut nous arriver d'avoir un peu des regrets, de sentir qu'on n'a pas réussi sa vie telle qu'on l'envisageait dès l'enfance. Alors j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que c'est qui crée justement cette situation, qu'est-ce que c'est qui est à l'origine de ce conflit entre ce que les gens voudraient être et puis ce qu'ils sont. Comment ça se fait que ça fait tellement souffrir ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bon, ça c'est une bonne question parce que c'est une question qui, dans le fond, est à la base de ce que l'on pourrait appeler l'impuissance de l'homme. Nous, quand nous venons sur le plan matériel, quand l'homme s'incarne, il ne réalise pas, on ne lui dit pas, l'éducation ne lui dit pas, les sciences contemporaines ne lui disent pas, qu'il est programmé. L'être humain vient sur la planète Terre pour une certaine expérience. Et il ne le sait pas. Et il grandit pendant des années de temps dans le cadre de cette programmation.
Et c'est très difficile pour nous, les hommes, de concevoir que nous sommes programmés parce que nous avons l'impression, nous avons été dit que nous avons un libre arbitre. Et le concept du libre arbitre et la programmation d'incarnation, la programmation planétaire, c'est une contradiction chez l'homme et philosophiquement, il n'est pas capable de résoudre cette contradiction. Donc, l'homme vient au monde, il est programmé. Autrement dit, il s'achemine en fonction du pays où il est né, en fonction des parents qu'il a, en fonction de ses talents, ainsi de suite, mais des talents dont il ne connaît pas toute la réserve. Et il avance dans la vie et il s'aperçoit que la vie, surtout lorsqu'il sort de l'école, il s'aperçoit que la vie ne tourne pas aussi rond qu'on le disait quand il était jeune. Et là, la lutte de l'individu commence. L'anxiété existentielle commence. Et cette anxiété existentielle peut durer toute une vie. De temps à autre, l'individu peut avoir de l'aide, des conseils, des psychologues, ses amis. Mais l'anxiété, elle est toujours là, assise au fond de l'âme. Et l'homme n'est pas capable de l'éliminer, il n'est pas capable de la comprendre, il n'est pas capable de la saisir, il n'est pas capable de la cerner, il n'est pas capable de prendre conscience de son potentiel et il ne vit que dans son impuissance, et ça pendant des années. Et les hommes et les femmes souffrent dans leur propre sphère de cette condition et ceci a existé sur notre planète depuis des millénaires. Autrement dit, la programmation de l'homme fait partie de l'évolution. Et à la fin du 20e siècle, il se trouve que l'humanité, l'homme, commence à avoir des outils d'étude pour comprendre les mécanismes intérieurs de cette programmation et pour se libérer de cette programmation, pour en arriver éventuellement à prendre le dessus du dessous. Autrement dit, pour en arriver éventuellement à pouvoir résoudre l'énigme de sa programmation planétaire. Mais il se produit ceci. C'est que ce que nous appelons psychologiquement l'ego, cette trame d'émotions et de mentalité inférieure, est justement le matériel utilisé dans la programmation pour la création de l'anxiété existentielle de l'homme, autrement dit, pour ce que nous appelons l'expérience de l'âme. Et nous parlons de l'âme, et nous parlons de l'intelligence ou de l'esprit, mais l'homme n'a pas de définition des deux. L'homme ne connaît pas la différence entre les deux. Pour lui, l'âme et l'esprit, c'est la même chose. Et c'est une très grave erreur. C'est une très grave erreur parce que c'est très important pour l'homme de savoir qu'est-ce que c'est l'âme, qu'est-ce que c'est l'esprit, quelle est la fonction de l'âme, quelle est la fonction de l'esprit, si veut l'homme comprendre les mécanismes de l'ego. Donc, l'homme n'a pas de science. L'homme n'a pas de science exacte pour lui faire comprendre les mécanismes de l'âme, la fonction de l'esprit. Donc, il ne peut pas facilement comprendre sa programmation planétaire parce que pour lui, l'âme est la source de lui-même, lorsqu'en fait, c'est son esprit qui est la source de lui-même et l'âme n'est que le mécanisme mémoriel, accumulatif au cours des âges, au cours des incarnations qui sert à la programmation et qui sert lentement au cours des âges à amener l'homme à un état suffisamment élevé pour passer du stade de la conscience anémique, autrement dit de la conscience planétaire, autrement dit de la conscience du libre arbitre existentiel, à un niveau de conscience mentale supérieur où il vit la connexion avec son propre esprit, c'est-à-dire sa propre énergie créative, qui l'amène naturellement, éventuellement, à sortir de cette programmation anémique, planétaire, existentielle, pour en arriver à être finalement créatif. Mais l'ego, lui, conditionné selon la race, la culture, la civilisation, la famille, les conditions événementielles, les chocs de vie, ainsi de suite, souvent les incapacités matérielles, physiques. L'ego n'est pas capable par lui-même, de connaître les lois de son esprit. L'ego ne peut que subir les lois de son âme. Donc, la partie mentale de l'homme, la partie supérieure mentale de l'homme, la partie de l'homme qui est l'expression de son troisième cerveau, que j'appelle le cerveau éthérique, cette partie de l'homme n'est pas fonctionnelle. Parce que l'homme fonctionne seulement sur la base de deux cerveaux, le cerveau matériel
rationnel et l'aspect intuitif de ce même cerveau. Et l'homme ne sait pas qu'il a un troisième cerveau. Et il ne peut pas le savoir parce que la science, le savoir de ce troisième cerveau, de l'existence de ce troisième cerveau, il fait partie de la nouvelle conscience de l'humanité, de l'évolution. Donc, pendant l'involution, l'homme ne peut pas savoir qu'il possède un troisième cerveau parce que il n'est pas capable de penser à ceci. Donc, pour qu'il sache qu'il possède une troisième faculté, il est obligé de vivre sa condition mentale, psychologique, égoïque à un autre niveau. Et ceci demande de sa part un réajustement psychologique total de sa personnalité. Et l'homme ne peut pas vivre un réajustement total de sa personnalité en fonction de la connexion avec ce troisième cerveau parce qu'il ne possède pas les outils pendant l'évolution. Donc, l'outillage de l'homme, la conversion de l'homme du deuxième au troisième cerveau, elle a commencé depuis simplement quelques années dans le monde occidental et elle fait partie de la croissance de la conscience supérieure de l'homme, le passage de l'involution à l'évolution et la réorganisation totale psychique de l'être humain pour que l'homme en arrive un jour à ne plus vivre sa vie d'une façon expérimentale, mais de la vivre d'une façon créative, c'est-à-dire ne plus la vivre sa vie d'une façon totalement anxieuse sur le plan existentiel, philosophique, spirituel, mais de la vivre d'une façon créative, c'est-à-dire en connaissance de cause, c'est-à-dire au-delà des lois de causalité événementielle, planétaire, qui caractérisent notre évolution. Autrement dit, l'homme est un être qui est totalement et absolument ignorant des facultés internes de sa conscience supérieure qui puissent lui permettre de comprendre les mécanismes subjectifs de son égoïcité. Donc, cette définition d'un problème humain, comme des milliards d'autres définitions qui existent dans notre monde, cette définition sous-tend, invite l'homme de la Terre, quelque part au cours de l'évolution, à réaliser que les lois de la vie ne peuvent pas être comprises par l'homme selon les anciennes lois de la vie. Autrement dit, l'homme ne peut pas connaître les lois de la vie en fonction des lois de l'évolution parce que les lois de l'évolution ne font pas partie des lois de la vie, elles font partie des lois de la mort. Elles font partie des lois de la vie expérimentale de l'homme sur la Terre. Elles font partie des lois de la programmation. Elles font partie des mystères de l'homme. Il n'y a pas de mystère dans l'homme. Mais il y a des mystères dans l'homme quand l'homme n'est pas réel, c'est-à-dire quand l'homme n'a pas accès à toute la dimensionnalité, à la triade de ses propositions philosophiques. Et la triade de ses propositions philosophiques, c'est sa capacité instantanée de pouvoir utiliser la logique, l'intuition ou une conscience supérieure qui supervise la logique et l'intuition afin d'avoir une idée précise, coordonnée, intelligente, supra-évolutive de sa conscience humaine. Ceci, c'est ce que j'appelle l'identité. Et l'être humain n'a pas d'identité, il vit de ce que l'on appelle une personnalité. Mais l'être humain n'a pas de personne. Il a de la personnalité. La personnalité est le tableau selon lequel son émotivité, sa mémoire, sa faculté de penser est le produit graduel, accumulatif, insidieux, ouvert, implicite de ce que j'appelle l'endoctrinement idéologique de l'homme. L'homme est un être endoctriné idéologiquement dans le monde entier, dans toutes les races, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, dans tous les âges, par toutes les sphères d'activité mentale supérieure de l'homme, que ce soit la politique, la religion, l'économie, la psychologie, la philosophie, la métaphysique, l'occulte. L'homme est un être endoctriné parce que l'homme n'est pas capable d'utiliser le fond de lui-même pour renverser la surface de lui-même. Donc, l'homme n'est pas capable d'utiliser un niveau de conscience supérieure pour créer des pensées qui ne sont pas entachées, qui ne sont pas vilifiées, qui ne sont pas diminuées, qui ne sont pas expérimentales. Donc, l'homme vit toute sa vie à l'intérieur d'une personnalité. Il ne connaît jamais sa personne, donc il est obligé, pour continuer à vivre, de se créer, de s'acheter des élixirs de vie. Les élixirs de vie dans notre société, nous les connaissons, ils font partie de la société de consommation. Donc, l'homme, pour vivre au-dessus de lui-même, il est obligé de supporter l'idéologie démocratiquement. S'il supporte l'idéologie d'une façon communiste, il souffre. C'est ouvertement crédible. Mais dans une société ouverte, démocratique, comme nous retrouvons ici en Europe, l'homme est obligé de subir l'idéologie démocratiquement et l'homme ne réalise même pas
que toute forme d'idéologie, c'est-à-dire toute forme d'opinion, c'est-à-dire toute forme de pensée qui ne vient pas de lui, est effectivement un contaminant qui l'empêche d'utiliser son troisième cerveau, qui le force à utiliser l'intuitif ou le rationnel, et donc à se pendre. Donc l'homme est un mort vivant sur la planète Terre, et il court au prêtre, au gourou, au gouzou, au maître, il court dans toutes les directions de la vie, il cherche le conseil, il cherche la pierre philosophale, il cherche quelque part quelqu'un qui va lui donner la clé, et il ne réalise pas que lui-même est son propre maître. Donc, en parcourant les sentiers de la recherche philosophique, spirituelle, occulte, métaphysique, n'importe quelle recherche, il s'aperçoit quelque part que cette recherche mène dans un cul-de-sac, et ce cul-de-sac, c'est lui-même. Autrement dit, c'est cette situation interne où il réalise qu'il n'y a plus d'avenue dans le monde pour lui, que la seule avenue dans le monde, elle est en lui, et que à Rome, il y a un sentier, et que ce sentier, il doit lui-même le découvrir, et qu'aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, nous avons des outils, parce que l'évolution de la conscience éthérique commence, donc nous avons des outils aujourd'hui pour finalement détruire, mettre à mort ce que nous appelons, ce que nous avons appelé, ce que nous avons renchéri d'appeler pendant l'évolution le mystère de l'homme, comme le mystère de Dieu, comme le mystère du cosmos, comme le mystère des religions, comme le mystère de la politique, comme le mystère de la vie. Les mystères n'existent pas. La seule raison pour laquelle l'homme vit des mystères, c'est parce que l'homme n'est pas dans son intelligence. Donc, il est obligé, forcément, de vivre une conscience psychologique totalement atrophiée. Mais vous arrivez à l'homme et vous lui dites à l'homme, écoute, bonhomme, la vie, ça fonctionne comme ça. Et l'homme, lui, il panique. Parce que lorsqu'un homme se fait dire par un homme qui possède une conscience intégrale, lorsqu'un homme se fait dire que les lois de l'évolution ne font plus partie du jeu de l'évolution, là, il panique parce que son ego, sa conscience, les forces internes de son âme luttent pour la préservation du pouvoir idéologique à travers toute la commensurabilité de son psychisme nerveux. L'homme veut, l'homme cherche, il y a des hommes dans le monde qui cherchent la vérité depuis des années de temps. Mais aussitôt que l'homme est mis face à face avec le concret créatif d'une science universelle, créative, fondée, créée par l'homme à travers ses souffrances mutatives, l'homme craint. L'homme craint. Et l'homme, tant qu'il craindra ce qu'il sait, tant qu'il craindra ce qu'il sait, il ne pourra jamais savoir ce qu'il sait, parce que les autres lutteront toujours idéologiquement pour lui faire admettre que ce qu'il sait, ce n'est pas sûr. Autrement dit, la fameuse contestation qui existe dans l'arène de la conscience humaine, à tous les niveaux, enfants, parents, patron, organisation, gouvernement, ainsi de suite. Toutes les formes d'autorité dans le monde, quelconque, lutteront toujours pour le pouvoir parce que les formes d'autorité dans le monde se servent de l'absolue ignorance de l'homme pour maintenir le pouvoir de leur idéologie sur le plan matériel. C'est normal. Donc, il ne faut pas leur en vouloir. Mais l'homme, l'individu, qui en arrive un jour à commencer à sentir son identité, c'est-à-dire le rapport étroit entre son mental, son émotion, sa conscience supérieure, autrement dit son esprit, cet homme-là ne peut plus se permettre de douter qu'il sait. Mais ce n'est pas facile ne pas douter ce que l'on sait, parce que chaque fois que l'on doute ce que l'on sait, chaque fois que l'on doute ce que l'on sait, chaque fois, on souffre. Ce n'est pas facile. Pour que l'homme puisse réellement vivre ce qu'il sait, pas ce que l'autre homme sait, pas ce que l'autre homme dit, pour que l'homme lui-même, l'individu, qu'il soit paysan ou architecte ou ingénieur ou médecin, pour que l'homme puisse vivre ce qu'il sait, il a besoin de la force, c'est-à-dire qu'il a besoin de sa propre lumière. Donc, il a besoin de son propre esprit. Donc, il a de moins en moins de besoin, graduellement, de se poser des questions sur ce qu'il sait. Et à partir du moment où l'homme est capable de commencer à comprendre le principe que tous les hommes de la Terre savent quelque chose, il n'y a pas un homme dans le monde qui ne sait pas quelque chose. Mais lorsque les hommes dans le monde, qu'ils soient petits ou grands, sauront qu'ils savent quelque chose et qu'ils auront la force interne de supporter sur leurs épaules ce qu'ils savent, devant la confrontation
devant la lutte, dans l'arène idéologique de la confrontation, ces hommes commenceront lentement à grandir parce que leur propre lumière sera leur propre soleil, donc les légumes pousseront. Mais l'homme, c'est un être qui a été tellement assujetti à l'idéologie qu'il est devenu totalement endoctriné et il est devenu totalement endoctrinable et il n'est plus capable aujourd'hui de prendre sur lui la disposition de sa propre autorité. Parce que son ego, c'est-à-dire sa mentalité inférieure, son émotivité, a la mémoire d'avoir vécu dans le passé la désapprobation de ceux, de celles ou de sphères autour de lui. Donc l'homme, au lieu de grandir parce que l'homme avait des parents, l'homme avait des éducations, l'homme avait des systèmes, au lieu de grandir l'homme dans un système où on disait « Oui, monsieur, ce que vous dites, c'est ça », on disait « Ce que tu sais, c'est pas ça, c'est de la niaiserie ». Donc l'homme a grandi avec le complexe de la niaiserie. Et il a développé le complexe de la niaiserie, il a amené le complexe de la niaiserie à un taux de grand perfectionnement. Il l'a amené même dans les universités, la niaiserie. Et il a fait de la niaiserie une sorte de demi-dieu. Et comme tout le monde accepte la niaiserie mondialement, l'homme, lui, l'ego, qui savait, n'a plus la force de se tenir devant la collectivité de la niaiserie mondiale. Donc l'homme a perdu le contact avec son esprit, il est maintenu, il a gardé le contact avec l'âme, autrement dit, il a gardé le contact avec toutes ces modalités d'expérience antérieure qui faisaient de lui un être expérimental, et aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, il n'existe plus dans l'homme de centre d'énergie mentale suffisamment avancé, développé, pour que l'homme puisse regarder ce qui se passe sur le plan de l'idéologie à tous les niveaux et dire oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Aussitôt qu'il dit ça c'est pas bon, l'autre qui vient et dit ouais, ça c'est bon, ah il dit ouais, ça c'est bon. C'est ça le problème de l'homme. Et il existe à toutes les échelles de notre civilisation. Il existe dans toutes les cultures, dans toutes les races. Et l'évolution future de l'humanité qui durera, la prochaine évolution qui durera 2500 années, elle se fera dans la Terre, sur un plan individuel. Ne cherchez jamais d'évolution collective dans la prochaine évolution. Vous allez perdre votre temps. L'évolution future de l'humanité, en contradistinction avec l'involution, sera une évolution totalement intégrale, personnelle, et l'homme sera obligé, sera amené par sa propre énergie en relation avec des sciences que nous connaîtrons demain à réaliser qu'il possède en lui un esprit, c'est-à-dire un centre d'énergie créatif qui est en dehors des mondes de l'astral, et que ce centre d'énergie utilise la forme pour la conversion sur le plan matériel de son idéologie psychologique afin que lui puisse avoir, en tant qu'être expérimental, une conscience égoïque. C'est la seule raison. Mais demain, l'homme sera amené à convertir cette énergie programmée, cette mémoire, cette dissolution psychologique du moi, cette inversion de la caractéristique réelle de son être en une forme pensée, en une forme d'opinion, en une forme d'idéologie qui caractérise son moi intellectualisé et la qualité émotive de son moi animal. L'homme est rendu à ce point-là et c'est ce qui se passera dans les siècles qui viennent. Mais ce sera sur une base expérimentale nouvelle, c'est-à-dire que l'homme en arrivera finalement à pouvoir vivre, sentir suffisamment sa force pour que la première fois depuis le début de l'humanité, l'homme puisse en arriver à avoir une conscience intégrale de ce qu'il est. Et lorsque l'homme aura la conscience intégrale de ce qu'il est, lorsque l'homme saura, lorsque l'homme pourra parler, lorsque l'homme aura ajouté à la simple façon de jaser une capacité créative d'interpréter instantanément ce qu'il sait pour le bénéfice de la répartition de ce qu'il sait dans le monde, l'homme pourra s'instruire en parlant et cette connaissance nouvelle, supramentale, se répandra dans le monde selon sa rythmie, selon les temps et selon les occasions. Mais l'homme, finalement, aura commencé à vivre et à connaître son identité réelle. Autrement dit, on ne parlera plus de la personnalité, on parlera de la personne de l'homme. Donc, tant que l'homme vit de la personnalité, il compare. Et le grand malaise, la grande maladie de l'être humain sur notre planète, c'est la comparaison. Le juif qui se compare au chrétien, le chrétien à l'arabe, l'arabe au témoin de Jéhovah.
Dans la politique, c'est la même chose, le capitaliste qui se compare au communiste. Nous passons notre vie à nous comparer. Nous passons notre vie à nous comparer. Et se comparer, ça fait partie de la phénoménologie psychologique existentielle de l'homme et c'est la construction, le mécanisme de construction même de son anxiété existentielle. Les psychologues, les gens de science, les gens qui s'occupent de l'esprit, les gens qui s'occupent de cet aspect du mental doivent un jour commencer à faire des études approfondies de certains petits mots, tels la comparaison. Il y a une science à découvrir dans le mot de comparaison. Pourquoi on se compare? Et tous les hommes se comparent. Et quand un homme dit ce qu'il sait, ce qu'il sent, même s'il le dit d'une façon qui n'est pas parfaite, parce qu'il n'a pas encore la parole, quand un homme parle ce qu'il sait, il y a une petite vibration dans son mental qui le fait se comparer. Surtout si l'autre devant lui a une capacité de parole plus grande. L'homme n'est pas capable de réaliser qu'il est un absolu. Et l'homme ne peut pas réaliser qu'il est un absolu parce que pendant l'évolution, on n'a jamais osé. D'ailleurs, ça n'a jamais été su, en dehors de la spiritualisation de cette forme, que l'homme était un absolu et l'homme est un absolu. Mais nous ne savons pas qu'est-ce que c'est un absolu. Parce que lorsque nous pensons à des termes, lorsque nous pensons à des mots, nous pensons à des mots avec toujours la coloration idéologique qui nous a précédés pendant l'évolution. Donc, un absolu, nous ne savons pas ce que c'est. Un absolu, c'est un rapport étroit sur une échelle d'évolution entre ce que l'homme est en dehors des sphères astrales, autrement dit, en dehors du monde de la mort, et ce qu'il est en tant que réceptacle sur le plan matériel. Ça, c'est un absolu. Et chaque homme, chaque être humain sur la planète possède une conscience inconsciente de son absolu. Et c'est ça qui permet à des hommes de savoir, de sentir qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont quelque chose. Même s'ils ne sont pas capables de le manifester. Et c'est justement le fait qu'ils ne sont pas capables de le manifester parce qu'ils ne sont pas suffisamment ajustés à cet absolu, à cette énergie qui fait partie de eux, qui les construit mentalement, émotionnellement, vitalement, physiquement et sur les autres plans, qu'ils ne sont pas capables de goûter de leur qualité créative, donc qu'ils vivent sur la terre pendant des années ce sentiment de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils sont. C'est une petite idée. Donc, lorsqu'on essaye d'évaluer notre vie ou nos réalisations, on fait l'erreur de comparer l'actuel à l'idéal, le réel à l'imaginaire. Nous avons idéologiquement été amenés à évaluer. L'homme évalue sa vie. Évaluer quoi? L'homme évalue sa vie parce qu'il est dans la merde et il compare sa merde avec la merde des autres. C'est pour ça que l'homme évalue sa vie. Quand l'homme va aux toilettes pour chier, est-ce qu'il évalue sa merde? Il est bien. Quand l'homme mange, il évalue pas son steak. Mais aussitôt que l'homme passe de l'activité purement astro-animale de sa conscience et qu'il tombe sur les plans mentaux de son expérience psychologique, là, il évalue. Il se compare. Et c'est sa faiblesse. C'est sa mortalité. L'homme n'a pas à s'évaluer. S'évaluer à quoi? À partir du moment où l'homme s'évalue, il meurt. À partir du moment où l'homme s'évalue, il meurt parce que il prend la valeur d'un autre et il essaie de la copier. Quelle stupidité! L'homme est un être intégral. Il est un absolu en lui-même qui n'est pas manifesté. Donc l'homme, en s'évaluant, en se comparant, parce que c'est une façon de se comparer, ça fait partie de la quantification de se comparer. L'homme, en faisant ceci, il perd conscience de lui-même et il veut commencer à émuler les autres. Et qu'est-ce qui se passe quand l'homme émule les autres? Là, il s'en va dans la direction des autres. Alors, dans un temps, toutes les femmes portent des petites jupes courtes, on porte toutes des petites jupes courtes. Dans un autre temps, tous les hommes ont des grandes moustaches, on n'a pas tous des grandes moustaches, même si on a l'air cave avec une grande moustache. Dans un autre temps, ça fait pas à tout le monde une grande moustache. Il y en a à qui ça fait. Il y en a à qui ça fait. Ah ouais. Et moi, j'ai toujours dit dans le public, il n'y a rien de neuf dans ce que je dis. Tout le monde le sait, mais tout le monde ne vit pas ce qu'il sait. C'est pour ça que je n'ai pas de sympathie pour l'homme. L'homme sait, mais il ne vit pas ce qu'il sait. Je n'ai de la sympathie que pour l'homme qui commence à voir qu'il sait et qui dit « Bernard, c'est ça. » Je dis « Ouais, c'est ça. Bernard, c'est ça. Oui, c'est ça. »
C'est ça qui me fâche. On m'a demandé dernièrement d'aller en France pour donner des conférences. Vous croyez que je vais aller en France pour donner des conférences? Jamais! Tant mieux. Bon, si je veux comprendre ce que je suis, là, que ce soit agréable ou déplaisant, tout ce qui est mythe, idéal, imaginaire, Vous ne là, pouvez pas comprendre ce que vous êtes dans un instantané, à moins de vivre une fusion instantanée. Mais l'homme peut comprendre ce qu'il est au fur et à mesure qu'il apprend à vivre avec ce qu'il est et cesser de comparer ce qu'il est avec ce que les autres sont. donc il faut que j'arrête de projeter mon moi dans un futur, là, tout le temps. Il faut que J'arrête ça. l'homme cesse de projeter son moi, qu'il le vive son moi, qu'il le vive avec son imperfection, son moi, et en le vivant avec son imperfection, il deviendra intelligent de son moi s'ajustera, son mental s'ajustera, l'émotion s'ajustera, et l'homme s'ajustera, donc l'homme deviendra conscient. Bon, comment est-ce qu'on peut vivre au-delà de la loi de causalité? L'homme vit au-delà de la loi de causalité lorsqu'il commence à être libre, c'est-à-dire lorsqu'il commence à vivre une vie qui est totalement intégrée. Une vie intégrée, c'est une vie où son esprit, son double, appelez ça comme vous voulez, sa nature essentiellement lumière, commence à fonctionner en parfaite harmonie avec le côté psychomatériel de son être, cette unité. À ce moment-là, l'homme ne vit plus la loi de causalité, il vit une loi de créativité. La loi de causalité, c'est une loi de cause à effet, c'est une loi qui fait en sorte que l'homme fait telle chose pour vivre telle chose. Il fait telle chose pour vivre telle chose, mais dans cette causalité-là, il y a toujours la réprobation de la conscience expérimentale, il y a toujours la souffrance, il y a toujours le fait que l'homme est obligé de passer de la cause à l'effet pour ne récolter que la merde de l'effet. Et il faut un jour que l'homme puisse se lever le matin, se coucher le soir, se lever le matin, se coucher le soir pendant des années et toujours sentir que demain, il ne va pas y avoir une tuile qui lui tombe sur la tête. Mais l'homme s'est construit une cathédrale de tuiles. L'homme blâme la vie. Il s'est construit une cathédrale de tuiles. Il est très grand artiste. Et certaines tuiles sont un peu lousses. Il y a certaines tuiles qui seront lousses demain. Et il vit dans cette cathédrale toute la journée. Et de temps à autre, il y a une tuile qui tombe. Et il est fâché. Et il ne réalise pas que cette tuile, il l'a placée là il y a des années. Il ne réalise pas qu'à cause de son émotivité, sa subjectivité, tout ce qui fait partie de la stupidité humaine, rationalisée, qu'on appelle l'intelligence, tout ceci, il l'a construit lentement pendant des années. Et finalement, effectivement, l'homme s'est construit une cathédrale magnifique. Et il vit dans cette cathédrale au lieu de vivre dans le ciel de sa propre conscience. Au lieu qu'il y ait un firmament autour de lui, c'est une cathédrale. Et il y a une belle mosaïque. Et elle tombe, et elle tombe. De sorte que tous les jours de notre vie, nous vivons des tensions, nous vivons des tuiles. Alors qu'imaginez-vous que l'homme qui vit des tuiles pendant des années, mais naturellement, il devient nerveux. C'est normal. Donc on n'a pas à épouser aucun modèle collectif de vie, quel qu'il soit. On ne doit pas vivre ni dans l'espoir du succès, ni même dans la crainte de l'échec. Tout ça, ce sont des choses à évacuer. Vivre d'espoir, c'est symptomatique de la domination de l'idéologie à travers la drogue qu'elle donne et qu'elle dispense à l'homme pour le soulager, pour le garder encore plus dans son absence de volonté. L'espoir de quoi? Moi, si je veux quelque chose, je le veux. Espoir de quoi? Attendre qu'on me tende la main? L'homme doit vivre d'intelligence pure et de volonté pure. À ce moment-là, il n'y a plus besoin d'espoir. L'espoir, c'est bon pour les pauvres, c'est bon pour les pauvres d'esprit, c'est bon pour ceux qui n'ont pas le régime humain sous le contrôle. L'homme doit en arriver un jour à avoir la vie par les gosses. Au lieu d'avoir que ce soit la vie qu'il l'ait, lui, par les gosses. C'est ça l'espoir. Pas les gosses de France, là, les gosses du Québec. C'est pour ça que je ne vais pas en France, parce qu'on ne comprendrait pas ce que je veux dire. Et l'homme ne réalise pas jusqu'à quel point il a été idéologisé. Il faut réellement voir l'évolution de l'homme
comprendre l'évolution de l'homme, comprendre les aspects occultes de l'homme, pour voir jusqu'à quel point l'homme est un être qui est absolument idéologisé. Et heureusement qu'il y a toujours en lui quelque chose qui vibre. Sinon, s'il n'y avait pas dans l'homme cette partie de lui qui est indestructible, historiquement, par toutes les idéologies, si l'homme n'avait pas ça, l'homme aujourd'hui serait totalement robotisé. Mais la civilisation, les nécessités idéologiques de la civilisation, ces nécessités doivent faire partie, être utilisées par l'homme pour son bien-être personnel. Mais l'homme ne doit pas être utilisé par la civilisation. C'est l'homme qui doit utiliser la civilisation. C'est l'homme qui crée la civilisation. C'est l'homme qui crée les gouvernements. C'est l'homme qui crée les idéologies. Ces idéologies doivent le servir. Si elles ne le servent pas, l'homme devient un esclave de l'idéologie et il perd totalement conscience. Et c'est ce qui se produit, c'est ce qui s'est produit pendant des siècles de l'involution. Et à la fin du 20e siècle, heureusement que l'humanité entre dans un nouveau cycle d'évolution, parce que l'homme, avec ce que nous vivons, d'idéologie dans le monde, l'homme, dans quelques générations, se détruirait. Donc, à la fin d'un cycle, il y a une nouvelle vibration, une nouvelle énergie, et cette énergie amène l'homme plus loin, comme elle a fait dans le passé. Elle a fait passer de l'Atlantide aux races indo-européennes jusqu'à aujourd'hui, et d'aujourd'hui, une autre race qui vient. Il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas une race, il n'y a pas une culture, il n'y a pas une civilisation, il n'y a pas une idéologie, il n'y a pas un système spirituel, religieux, métaphysique, occulte qui peut empêcher ça, parce que les forces de la vie ne font pas partie de l'organisation systématique des forces de la mort. Les forces de la vie sont des forces totalement en dehors, totalement libres de ce que nous appelons les forces de la mort occultement, c'est-à-dire de ces forces qui font partie de la gestion émotive et mentale de l'humanité en tant que race expérimentale. Et l'homme un jour devra savoir que sa race est une race expérimentale. Mais l'homme doit en arriver finalement un jour à cesser de chercher dans le monde des hommes qui vont leur apporter de la lumière. L'homme, il a sa propre lumière et qu'il s'habitue à la vivre, à la sentir. S'il y a des gens qui peuvent expliquer les choses, tant mieux. Mais au moins que l'homme puisse percevoir qu'il est quelque chose. Et à partir du moment où il commencera à percevoir qu'il est quelque chose, il cessera de se faire idéologiser. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de méthode pour l'évolution de l'homme. C'est une illusion de l'involution. Tous les hommes sur la planète, qu'ils viennent de n'importe quel pays du monde, de n'importe quel coin, de n'importe quel temps, seront obligés de passer par la transmutation de leur mental. Tous. C'est une loi cosmique, il n'y a rien à faire. Tous les hommes de la Terre devront, ceux qui sont prêts à en arriver à passer de l'involution à l'évolution, seront obligés un jour de faire face à leur identité, c'est-à-dire de supporter sur leurs épaules le lourd poids du savoir. Sans crainte. Et croyez-moi même pas. Nous avons dans la province de Québec une situation qui ne se reflète pas, qui ne se réfléchit aucunement dans le monde. Nous avons été pendant des années amenés par différents mécanismes à prendre conscience de certaines choses au-delà de l'idéologie. Richard Glenn l'a fait avec moi pendant des années de temps. Moi, je le fais avec vous. Il y a d'autres personnes qui le font. C'est à l'homme dans le monde de commencer à regarder des choses qui sont mises à un certain niveau dans le public pour qu'eux puissent finalement voir qu'ils ne sont pas seuls. Et lorsque l'homme saura qu'il n'est pas seul, là, à ce moment-là, il réalisera qu'il y a beaucoup d'hommes, des milliers d'hommes sur la planète Terre qui sont eux aussi pas seuls, avec lesquels ils peuvent communiquer, parler. Mais il y a une loi en ce qui concerne l'identité de l'homme, et cette loi, c'est celle-ci. À partir du moment où l'homme se compare à un autre, à partir du moment où l'homme évalue ce qu'il sait, à partir du moment où l'homme n'est pas capable de subir, de prendre sur ses épaules ce qu'il sait et le faire avancer dans sa propre expérience, l'homme ne peut pas réellement entrer dans sa propre conscience. Oui, il va aller rencontrer des maîtres, il va aller dans des écoles, il va passer des années à étudier. Mais étudier quoi? Encore de l'idéologie. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette phrase qui revient comme un leitmotiv permanent en ce moment? On entend toujours dire que le 20e siècle, le 21e siècle, ou l'ère du Verseau sera spirituelle ou elle ne sera pas. L'ère du Verseau, bon,
L'ère du Verseau sera une ère spirituelle parce que l'humanité ne peut pas avancer dans un bloc. Il est évident. Il est évident. Si, de la même façon, si nous regardons simplement le phénomène des extraterrestres qui viennent vis-à-vis notre planète, vers notre planète, il est évident que l'humanité ne peut pas subir de choc trop grand avant un certain temps. Il est évident que l'homme est un être qui est à la fois animal et intelligent. Il est évident que l'homme vit sa vie d'une façon émotive à 95%. Il est évident que l'homme n'est pas capable d'avancer et de transmuter sa nature de l'extérieur. Donc, il y a des hommes, des femmes dans le monde qui sont prêts à ceci. Ils sont venus ici, ils sont prêts à ceci. Il y a des hommes qui vont passer à la conscience expérimentale, de la conscience expérimentale à la conscience créative. Ils sont dans le monde. Ils le seront dans leur propre temps. Mais ce sera une évolution individuelle. Le reste, l'humanité va continuer à évoluer. Et cette humanité, au 21e siècle, sera une humanité de plus en plus spirituelle. Et ce sera bon que l'humanité soit spirituelle après sa grande décadence matérialiste. Mais les hommes qui vivront cette conscience unitaire, qui vivront cette connexion avec eux-mêmes, qui auront ces centres d'énergie ouverts avec des plans qui font partie de leur propre intégralité cosmique, ces hommes ne feront pas partie de l'évolution de l'humanité spirituelle. Ces hommes, un jour, quelque part dans le temps, seront amenés à être en contact avec des intelligences qui font partie de dimensions parallèles, qui travailleront avec l'humanité, et ces hommes travailleront à l'évolution de l'humanité, mais d'une façon totalement occulte, et ne feront pas partie de l'évolution de la Terre. Ce serait impossible. Ils sauront trop de choses. Plus on sait, plus l'homme saura, plus il pourra. Plus il pourra, plus il sera obligé de cacher ce qu'il peut. Plus il sera obligé de cacher ce qu'il peut, plus il sera amené à manifester ce qu'il sait dans des conditions qui font partie de la nouvelle cosmogenèse de notre planète, qui n'a jamais été écrite et que personne ne connaît. L'homme écrira sa propre cosmogenèse. L'homme écrira sa propre connaissance des lois d'évolution biologique, génétique. L'homme écrira sa propre connaissance des lois de l'atome. L'homme écrira sa propre connaissance des lois de la construction des vaisseaux interplanétaires. L'homme écrira ses lois de science. L'homme n'étudiera plus rendu à ce stage-là. Étudier, ça fait partie de l'évolution. C'est une perte de temps nécessaire. Mais les conditions sont des conditions vibratoires. Ce sont des conditions cosmiques. Nous ne sommes pas habitués à ces conditions. Nous sommes en train d'apprendre à connaître ces conditions, mais ces conditions ne font pas partie de la conscience humaine planétaire expérimentale. Elles font partie d'une autre conscience. Elles font partie de l'actualisation sur la Terre du troisième cerveau humain. Elles font partie de l'éveil de la conscience moléculaire de l'homme. Elles font partie de l'éveil de la conscience cellulaire de l'homme. Aurobindo avait raison. Il y a des choses... D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Nous, quand nous regardons l'avenir, 200 ans, 300 ans, 500 ans, nous avons tendance à projeter. L'homme projette. Il le fait en affaires, il le fait dans tous les domaines de la vie. L'homme projette. L'évolution cosmo-scientifique occulte de la planète Terre au 21e siècle ne sera pas projetable parce qu'elle ne fait pas partie du désir humain. Autrement dit, pour vous dire dans un autre terme, la fusion de l'homme nouveau sur la Terre sera son secret. La fusion sera son secret. Plus il y aura d'hommes sur la planète Terre en fusion, plus le secret sera dévoilé parce que plus d'hommes pourront partager le sceau de cette connaissance, le poids de cette connaissance et la très grande valeur créative de ce savoir. La projection, l'homme dans 200 ans, 300 ans, 500 ans, 1000 ans, évolution jupitérienne. Jamais l'homme sur le plan de l'ego, autrement dit de sa conscience expérimentale, ne pourra projeter ceci. Je défie qui que ce soit d'écrire un livre sur l'évolution de l'humanité consciente, supramentale, fusionnée du 21e siècle. Je défie n'importe qui. Donc, ce que nous avons, ce que nous rencontrons d'informations dans le monde, à tous les niveaux de l'ésotérisme mondial, c'est simplement une explication de ce que l'homme spirituel, l'humanité spirituelle de demain vivra, et non pas ce que l'humanité occulte, cosmo-scientifique de demain connaîtra. Bon, cette humanité-là, la dernière que vous venez de citer, là, aura certainement évacué à son tour cette affaire de comparaison, parce que il doit y avoir un contact entre deux civilisations,
civilisation intergalactique et qu'il subsiste encore cette faculté de se comparer, il est bien certain qu'on va être asservi encore une fois. Se comparer, c'est une condition psychologique de l'ego. Se comparer, c'est déjà admettre que nous sommes rien. Se comparer, c'est déjà négatif. Se comparer, c'est... Vous avez déjà vu un petit chien les petits chiens chinois, là. Petits chiens. Ils sont gros comme ça. Hein? Et vous les placez devant un gros Doberman. Gros comme ça. Ils se comparent pas. Mais ce qu'ils peuvent japper. Hein? Mais si le petit chien se comparait au Doberman, il aurait la queue entre les deux jambes. Ils ne se comparent pas. Il a confiance dans la loi d'impression. Ils ne se comparent pas. S'il jappe, le Doberman, il s'en va. Et l'homme, lui, se compare, et se compare, et se compare, et se compare, et se compare. Donc, nous finissons avec des égaux, des omelettes d'égaux. Nous finissons par des égaux au lieu des égaux solides, monolithiques. Non, nous spiritualisons nos égaux. Nous avons des égaux comme du jello. Et nous osons avec nos égaux de jello de critiquer les hommes inconscients dans le monde qui construisent des maisons, qui construisent des ponts, qui font de la science, qui font des choses. Nous critiquons les gens qui font des choses, nous disons, ah, lui est matérialiste, lui. Nous sommes spiritualistes. Quelle maudite différence qu'il y a entre la merde et l'emmerdement? Il n'y en a pas. Donc l'homme a besoin d'être intelligent. Autrement dit, il y a une triade. Le matérialisme, le matériel fait partie de la conscience de l'homme, le spirituel fait partie de la conscience de l'homme, et le spirituel et le matériel sont sur une même ligne horizontale. L'intelligence cosmique, elle est ici, et c'est elle qui fait la synthèse. Nous avons mis le matériel ici, et le spirituel là. Depuis ce temps-là, nous sommes dans la merde. On a mis l'intelligence au milieu entre les deux. Même pas, parce qu'il n'y en a pas d'intelligence. L'homme n'a pas d'intelligence. L'homme aura de l'intelligence quand il saura ce qu'il est. À ce moment-là, l'homme aura une intelligence pure. L'intelligence que nous avons, c'est simplement une intelligence expérimentale. Nous avons mis le matériel ici, nous avons mis le spirituel ici, la matière et le ciel. Et un jour, l'homme sera obligé de mettre ceci sur un point horizontal, réaliser que le matériel fait partie d'un plan, le spirituel d'un plan, et que sa conscience, ici, unit les deux et utilise les deux d'une façon intelligente. Donc l'homme, avec son intelligence créative de demain, pourra utiliser la matière, pourra comprendre les mondes de la mort, et pourra faire une synthèse de ces deux mondes, de ces deux plans. Donc il y aura sur le plan matériel une nouvelle conscience, une nouvelle civilisation. Et ceci, ça fait partie des secrets de l'évolution. Il est temps que l'homme cesse et que l'homme comprenne. On me demande depuis très longtemps, et je parle depuis très longtemps d'écrire des livres. J'en ai marre d'écrire des livres. Je veux pas écrire, mais je veux écrire. Parce que je suis obligé d'écrire. Et il y a des livres que j'aimerais écrire. J'aimerais écrire des livres ésotériques, occultes. J'aimerais écrire des romans occultes, ésotériques. Je suis obligé d'écrire un livre sur l'idéologie pour avertir, faire comprendre d'abord à l'homme les mécanismes subtils de l'idéologie à tous les niveaux. Ensuite, l'homme pourra aller dans des choses plus sérieuses. Mais il faut qu'il comprenne l'importance de l'idéologie dans sa vie et qu'il voit que toute sa vie, toute sa composition psychologique, avec tout le respect qu'on puisse avoir pour l'évolution et la progression de son intellect, toute cette condition psychologique est idéologique. Elle n'est pas rien. Ouais, ça fait encore partie de l'idéal par définition. Une projection dans le futur, du moins. L'idéal? Vous savez qu'est-ce que c'est l'idéal? Une espèce de fuite. Non, c'est pas une fuite, l'idéal. L'idéal, c'est une perception intelligente de ce qu'on ne peut pas faire. Ouais. Vous comprenez comment l'homme est mal foutu? Il a ici, je parle de la triade, il a ici cette intelligence en lui, son esprit, il y a ici l'âme, il y a ici la matière, mais il y a toujours cette petite vibration. C'est ça l'idéal. Et l'homme n'a jamais été capable de réaliser l'idéal parce qu'il n'a jamais compris que le monde de la matière et le monde et le monde spirituel ne doit pas être comme ça. Ça doit être comme ça. Une fois que l'homme voit le monde, la vie comme ça, les mystères n'existent plus, l'idéal n'existe plus, il n'y a que la réalité.
Il n'y a plus de conflit entre ce qui est et puis ce Plus de qui conflit, devrait il n'y a plus de être. conflit. Pourquoi y aurait-il conflit entre matérialité et spiritualité? Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que dans le monde spirituel, ce que nous appelons les mondes spirituels, le jeu, la game, la partie, c'est une partie évolutive. C'est une partie qui sert à conditionner, à programmer l'être humain malgré sa science, malgré son savoir, malgré son intelligence, malgré la conscience de son ego. Bon. Tout initié qui va sur les plans, tout initié qui communique avec les plans, tout homme qui est capable de défier les connaissances occultes des plans sait que les plans font partie de la gestion du matériel subconscient de la conscience humaine. Ceci faisait partie des lois de l'involution. Ce fut nécessaire pendant l'involution. Dans l'évolution, ce sera changé. Mais pourquoi est-ce que tout est polarisé? Tout est polarisé parce que la jonction entre l'esprit et l'espace de sa propre lumière ne peut pas être fait en dehors de la forme parce que l'homme de notre temps, l'homme de la prochaine évolution pense. Penser, ce n'est pas normal. Depuis le temps qu'il me le dit. Communiquer. Moi, je parle avec vous. Hein? Moi, je parle avec vous. Supposons que vous n'êtes plus sur le plan matériel. Je continue à parler avec vous, mais moi, supposons que je suis inconscient, que je ne connais pas les lois occultes de la vie, et que vous, un jour, vous partez. Hop. Là, je pense. Vous êtes, selon votre niveau d'évolution, vous êtes plugué quelque part sur un plan, vous tombez dans le même piège expérimental, donc vous êtes obligé, au lieu de dire « Bonjour Bernard, comment ça va? Demain, tu vas aller à la campagne. » Au lieu de dire ça, vous allez dire « Demain, je vais aller à la campagne. » OK. Au lieu de me dire d'une façon claire et nette « Bernard, demain après-midi, tu vas perdre ta job. » Vous me dites, demain après-midi, je vais perdre ma job. C'est plus pareil. Avant, on communiquait, là, vous m'emmerdez. Parce que vous, là, vous n'avez pas le pouvoir de faire autre chose parce que vous êtes assujetti aux mêmes lois de l'évolution sur le plan de la mort. Donc, il n'y a pas de différence entre être sur le plan de la vie matérielle ou être sur le plan de la mort. C'est la même chose. Tu es niaiseux ici, tu arrives de l'autre bord niaiseux. Et nous pensons que quand on arrive de l'autre bord, on est smart. Donc, l'homme qui est conscient et qui communique avec les plans, automatiquement, il est obligé de leur dire « Foutez-moi la paix ». Il est obligé de leur dire « L'homme, c'est l'homme qui sait dans la matière, mais en fusion. » Excusez-moi. Grave. En fusion. Ça rafraîchit de la fusion un peu. Mais c'est dur pour l'homme. C'est dur pour l'homme de comprendre qu'il peut connaître autant les lois de la vie que les lois de la mort quand il est dans son corps matériel. Pourquoi? Parce qu'il se compare. Et pourquoi? Parce qu'il a toujours cru. Kardec avait raison, ne demandez rien au monde de la spiritualité, vous n'aurez jamais de vérité. Regardez la vérité. L'homme aujourd'hui cherche la vérité pour s'éloigner du mensonge. La vérité, c'est quoi? C'est la qualité du mensonge cosmique. C'est de la désinformation. C'est de la désinformation. Les Arabes ont leur vérité, les Juifs ont leur vérité, les témoins de Jéhovah ont leur vérité, make up your fucking mind. Et l'homme le sait. Il le sait. Mais il ne le sait pas. C'est diviser pour mieux régner. Voilà. Vous pensez que si vous êtes spirituel, vous êtes en contact avec les plantes, vous êtes un prophète quelconque, vous êtes un psychique quelconque. On va vous tourner selon votre job, l'autre selon sa job. Fait qu'on finit avec 4-5 prophètes. Vérité. Et la vérité, ça fait partie de quoi? C'est l'extension dans le mental de la polarité entre la matière et l'esprit. Et la spiritualité. Si c'était comme ça, matière ici, alors je veux dire, c'était comme ça. Si c'était comme ça, l'homme ne souffrirait pas de vérité. Il saurait. Vous me comptez une salade, je le sais que vous me comptez une salade, c'est final, j'ai pas besoin de dire que tu ne comptes pas la vérité. Il est dangereux. Cette maudite recherche de la vérité. Et c'est écrit dans tous les murs, sur tous les papiers, sur toutes les
sur toutes les surfaces de l'homme, de la vie de l'homme. La vérité, la vérité. Tout le monde cherche la vérité. Tout le monde crève dans la vérité. Et ensuite, après 10 ans, 15 ans, là, nous avons un déblocage de vérité. C'est comme une diarrhée. Là, c'est plus de la vérité. On s'aperçoit qu'il y avait du mensonge, et ainsi de suite. Et l'homme a vécu ça depuis des siècles. Socrate, les Grecs, toutes les Amérindiens, tout le monde. Les Égyptiens, les Romains, les Moyen-Âge, la Renaissance, l'Inquisition. Quand est-ce que l'homme va comprendre que la vérité, ça n'existe pas? Qu'il y a simplement dans la vie des faits scientifiquement percevables que nous retrouvons dans la science, que nous retrouvons dans l'expression logique, intelligente d'un fait. Et il y a le réel. Bon, est-ce qu'il existe quelque chose qui ne soit pas polarisé? La seule chose qui n'est pas polarisée, c'est le savoir, parce que le savoir ne fait pas partie de l'ego. C'est pas polarisé, le savoir. C'est pas de ta faute, si tu sais. Mais aussitôt que c'est de ta faute, c'est final. Quand c'est pas de ta faute, mais c'est pas de ta faute. L'homme qui sait, c'est pas de sa faute. Donc, dans le savoir, il n'existe pas de comparaison. Dans le savoir, il n'y a pas de comparaison. Dans le savoir, il y a simplement de la synthèse. Dans le savoir, il n'y a pas de question. Dans le savoir, il n'y a pas de réflexion. Dans le savoir, il n'y a pas de pensée. Le savoir, c'est vibratoire. Ce n'est pas psychologique. Ça peut passer et prendre une forme pour qu'il soit rendu. C'est évident, pour que des choses se disent. Mais chaque homme a cette vibration en lui. Tous les hommes ont cette vibration en eux. Mais elle est colorée. Elle est colorée. Parce que quand t'étais petit bonhomme, on te disait, ah, mais t'as pas des conversations des adultes, c'est pas de tes affaires. T'es bien sans dessin de parler de mer. Ensuite, on va à l'école. On va à l'université. Là, c'est le prof dans toute sa gloire. Et le petit étudiant dans toute sa merde. Qui veut devenir demain dans toute sa gloire. Comment voulez-vous que l'homme, l'étudiant, ait sa gloire demain si le prof ne lui donne pas un peu sa gloire? Et ça continue comme ça, à toutes les échelles de toutes les hiérarchies d'expérience humaine dans le monde. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, je ne vais pas dire qui, j'ai dit, est-ce que vous avez un petit papier spécial qui vous permet à vous de parler de Dieu, pas moi? Oh, moi, je ne veux pas parler de certaines choses en public. On sait à qui ça s'adresse, ces genres de conversations-là. J'ai dit, vous voulez que je vous parle de Dieu? On va aller prendre un petit café. Aujourd'hui, c'est mon grand ami. Et là, il me demande, parce qu'il est pas habitué encore. Il est pas habitué, ça le ronde. Il dit, tu veux m'en parler? J'ai dit, non, je prends un break. Réponds tes propres questions, là. Je t'ai montré comment ça marche, là. Ben, check toi-même. Puis là, ensuite, tu viendras me voir, puis tu me parleras de cette affaire-là. Pas tout te parler toute ta vie. Moi aussi, j'aime ça me faire parler de temps en temps. Pas tout moi qui est le waiter. Là, je suis le client. Est-ce que vous considérez que des questions sur la... Énervez-vous pas, hein. Des questions sur la finalité de l'univers, la finalité de l'homme, est-ce que vous considérez que ça fait partie d'une certaine forme de pollution dans le mental de l'homme? Mais oui! L'homme doit apprendre à vivre dans son présent, il doit pas regarder trop loin. Ça donne quoi? C'est de la curiosité. Vous savez qu'est-ce que c'est de la curiosité? De la curiosité, c'est une vibration qui vient du monde astral pour créer dans l'homme une pensée suffisamment forte pour qu'il soit compris. C'est ça. Alors imaginez-vous si l'homme a de la curiosité de choses qui concernent des infinités, des alephes, des constructions extrasystémiques, les trous noirs, la vitesse de l'esprit, les rapports entre l'esprit et l'énergie originale. Et l'homme va commencer à penser à ça. Bon, il capote. Alors, les autres plans qui veulent le faire capoter, c'est ce qu'ils font. C'est la job de la mort, de faire mourir la vie pour que la vie retourne à la mort. C'est un cercle vicieux. Curiosité de quoi? Vous voulez, si on veut s'amuser, si on relaxe, on relaxe. Vous n'avez pas de curiosité, on prend un petit café, puis des fois on aime ça de parler de quelque chose. Ben là, on parle de ces choses-là. Mais après ça, la vibration, elle cesse. Elle arrête. On a regardé des choses avec la parole. Ça, c'est le fun. Au lieu de parler toujours du hockey, la bien bon seul.
c'est le fort. Mais la curiosité, c'est malsain. Et c'est l'énergie utilisée dans l'astral pour faire avancer l'homme selon la courbe de l'évolution. Et c'est une énergie nécessaire parce qu'avec la curiosité, l'homme a réussi à progresser. Mais il a progressé jusqu'au point où il est en train de se livrer. Bernard de Montréal, merci beaucoup. On fait une pause d'une demi-heure.